Abraham Haïm me dit « Vous avez longtemps été journaliste dans le groupe Canal. Que pensez-vous de la décision du Conseil d'État au sujet de la chaîne CNews? Vous qui êtes un vieux loup de mer dans le domaine du journalisme, avez-vous vu la liberté de la presse baisser en France ?» Alors pour répondre à la fin de ta question, moi en ce qui me concerne, j'ai jamais eu la moindre restriction sur rien et nulle part où j'ai pu travailler, que ce soit à Europe 1, à RTL, à Canal, à M6, j'ai toujours eu une liberté de parole totale. En même temps, quand tu recrutes un mec comme moi, si tu lui laisses pas dire ce qu'il veut, je vois pas l'intérêt de m'avoir. Concernant la décision du Conseil d'État au sujet de la chaîne CNews, j'ai été, comme tu l'as dit, même assez régulièrement à une époque sur CNews, puisque j'ai fait les quelques phases finales de grandes compétitions de foot sur CNews avec Pascal Praud, à l'époque où Canal n'avait pas les droits. Notamment, on a fait les émissions le soir de la victoire des Bleus en 2018 contre la Croatie. Après, moi, à titre perso, aujourd'hui, je suis pas du tout client de CNews. C'est une chaîne que je ne regarde quasiment jamais. Pour rien vous cacher, le matin, je regarde les grandes gueules. Après, vouloir couper un canal au nom de la liberté d'expression, rien que dans la formulation de la phrase, il y a un truc qui va pas. CNews est une chaîne de droite, il n'y a aucun problème là-dedans. Mais l'émission de Léa Salamé tous les samedis soirs sur le service public est une émission de gauche. Radio France est de gauche. Voilà. Et CNews cartonne et Radio France cartonne. Donc laissons les gens. Je pense que les gens qui vont sur CNews ou les gens qui vont sur France Inter ne s'attendent pas à une information objective. Ils s'attendent à une information orientée dans le sens qui leur convient. Donc à partir de là, et après, si tu dois décompter le temps par l'orientation politique des gens, mais comment tu fais Geoffroy Lejeune, pour donner un exemple, le directeur du Journal du Dimanche, tout le monde sait qu'il est de droite, mais il est affilié à aucun parti. Et pourquoi tu vas décréter que ce mec-là est de droite? Pour moi, c'est un non-sens, et je pense que c'est extrêmement dangereux pour la démocratie de vouloir supprimer CNews de la TNT. Voilà, c'est mon avis. La question suivante est de Jackie Boy. Pourquoi les arbitres ne viennent-ils jamais s'exprimer après les matchs alors que les joueurs et entraîneurs sont obligés? Parce qu'ils sont obligés de pas le faire et que c'est une des règles édictées par Pascal Garibian à l'époque où il était à la tête de la commission des arbitres et qui visiblement n'a pas été modifiée par Anthony Gauthier qui, comme chacun sait, et pour ceux qui se souviennent de lui sur un terrain, est un grand démocrate. Les arbitres n'ont pas le droit de s'exprimer. Et c'est effectivement, ça fait partie d'un problème. Maintenant, en même temps, quand un arbitre fait une connerie, faut pas s'attendre à ce qu'il vienne. S'il vient à la fin du match pour dire je m'excuse, je me suis trompé, ça va pas faire avancer le schmilblick. Malatier Philippe me dit bonjour Pierre pour la Ligue 1, ce serait bien que le départ de Mbappé coïncide avec la vente de l'OM. Je sais que tu es sceptique sur ce sujet. Et c'est pourtant une possibilité bien réelle maintenant. Un duel de haut niveau entre le PSG et l'OM serait plutôt excitant, non? C'est la chose qui est le plus à souhaiter pour la Ligue 1. Bien sûr que avoir un OM en déconfiture comme cette saison, c'est très mauvais pour la Ligue 1, c'est très mauvais au moment de la négociation des droits, et le flou en plus artistique qui entoure l'avenir de l'OM, c'est pas bon. C'est pas bon. Maintenant, oui, je suis toujours sceptique sur la vente de l'OM. D'abord parce que, à ma connaissance, McCourt ne veut toujours pas vendre. Aussi incroyable que ça puisse paraître, vu que visiblement, il se fout de son club comme de son dernier burger. Mais voilà, quoi. Le problème
Le problème de l'OM, c'est que si les Saoudiens étaient vraiment intéressés par l'OM, ça traînerait pas comme ça depuis des années. Et puis, les Saoudiens, ils sont comme les Qataris, ils aiment beaucoup la discrétion. Et investir des centaines de millions dans un club où t'as Rachid Zerwal et sa bande qui peuvent débouler à la commanderie dès qu'il y a 2 matchs qui tournent pas rond, ou parce qu'on leur a pas donné des sandwichs halal ou je sais pas quoi, ça va pas aller. Ça va pas aller. C'est un repoussoir pour des investisseurs sérieux. C'est pour ça que j'y crois pas. Mais que je le regrette. Le directeur sportif me met: Stéphane Lannoy a-t-il raison de désavouer l'arbitrage de OL Nice? Voilà, il y a beaucoup de questions sur l'arbitrage, mais il y en a eu tellement que je suis obligé aussi de vous donner un peu le ressenti de toutes vos questions. Il y en a encore plus de 150 entre Facebook et Twitter. C'est-à-dire, il a raison, c'est honnête, oui, mais ça avance à quoi? Ça avance à quoi? Est-ce que c'est pour préparer le terrain sur les prochaines fois où il dira non, tout était parfait? Voilà, de toute façon, le problème de l'arbitrage en France, c'est aussi cette guéguerre entre Gauthier, qui est le responsable de l'arbitrage en France, et Lannoy, qui est responsable de l'arbitrage pro en France. Les deux peuvent pas s'encadrer, et déjà, voilà, il y a un dysfonctionnement à la tête du truc, et c'est pas bon, c'est jamais bon, ça. Yvous me dit: Guendouzi, titulaire à Lazio et élu homme du match contre le Bayern. Pourquoi a-t-il été viré de l'OM? Est-ce pour des raisons financières? Je crois pas que c'était pour des raisons financières. Il avait perdu sa place avec Tudor, il l'avait perdu avec Marcelinho, et le joueur ne croyait plus qu'il retrouverait sa place, et il avait envie de jouer, ce qui est normal. Et la faute de Longoria, c'est de pas avoir insisté pour le garder, parce que c'est un joueur avec du caractère, et je le dis toujours quand je parle de l'OM, l'année dernière, il y avait Kolasinac, Guendouzi et Sanchez, c'était un joueur par ligne qui avait énormément de caractère, et cette équipe aujourd'hui en a plus. Franchement, c'est une équipe de chiffre-molle. GW me dit la journée noire de l'arbitrage continue, après Turpin vendredi, Léonard aujourd'hui, voici Benoît Millot. Le non-carton rouge pour Cumu est scandaleux. Ton avis? Là, j'avoue, en plus j'aime beaucoup Benoît Millot. J'ai souvenir d'un petit déjeuner à l'hôtel à Lyon, très agréable. C'est quelqu'un de charmant, mais bon, comme tous les gens charmants, et ça peut lui arriver de se tromper. Et là, il a été voir la VAR, et là je comprends pas. Tu vas voir la VAR et tu ne mets pas rouge. C'est terrible. C'est incompréhensible, inexplicable, et le problème, c'est que des arbitres comme Frappard, comme Turpin, comme Millot, comme Léonard à Strasbourg, tous ces mecs-là, ils ont été tellement mauvais qu'on ne devrait pas les voir pendant 15 jours. Alors peut-être qu'après il y aura un problème d'effectif, c'est possible, mais il faut que les arbitres soient sanctionnés quand ils sont mauvais, parce que un joueur qui est mauvais, il perd sa place dans l'équipe. Michael Maillard me dit: quelles sont les coulisses de Face à Pierrot? Comment choisissez-vous les questions? Préparez-vous les réponses avant d'y répondre. Alors les coulisses, le dimanche, je fais ma petite vidéo d'appel à questions que je publie sur X et sur Facebook. Je regarde les questions au fur et à mesure. Quand je me couche le dimanche soir, et puis le lundi matin, quand je me réveille, je fais un petit point et je sélectionne les questions. Ensuite, je les mets sur un mail que je m'auto-envoie, que j'ai après sur mon ordi. Et non, je prépare pas les questions, sauf si on me pose une question à laquelle j'ai pas de réponse et il faut que je fasse des recherches pour pouvoir répondre. Mais j'avoue que c'est assez rarement le cas. Sinon, les coulisses, comme vous le voyez, c'est chez moi, c'est chez ma maman, qui est une maison où nous habitons pendant encore 1 an, le temps que les travaux soient terminés dans notre future maison.
Et puis voilà, et puis bon, je sais que la déco est pas extraordinaire, hein. Il y a un radiateur, il y a Joy, il y a les arbres derrière, voilà. Il n'y a pas beaucoup de coulisses, en même temps, je fais ça, il est 9h52, vous voyez, donc... Neil me dit, que penses-tu du comportement des journalistes au sujet du départ de Mbappé, des unes tous les jours, avec sa photo, des questions posées à des joueurs d'autres clubs pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent du départ du joueur, trouves-tu ça normal? J'ai répondu déjà à cette question, oui, c'est normal, parce que c'est un immense événement. Je crois qu'on s'est pas rendu compte, d'un point de vue médiatique, du mauvais impact du départ de Neymar et de Messi la saison dernière. Et le départ de Mbappé cette année, c'est encore une fois un coup de poignard dans l'intérêt international pour la Ligue 1, où il va pas rester grand-chose et où, contrairement à ce qu'on croit, ça va encore moins rendre le championnat serré, parce qu'il faut pas croire que le PSG va rester les deux pieds dans le même sabot, et ils vont forcément recruter, alors pas forcément un attaquant, mais ils vont certainement bonifier l'équipe, et il y aura encore pas plus de suspense la saison prochaine. Voilà, je veux dire, c'est un immense événement, c'est un joueur immense, contrairement à ce que beaucoup de pisserois veulent dire, et il est normal que son départ soit un événement, hein. On l'a appris mercredi, on est lundi, on peut pas dire que le feuilleton dure. En plus, Enrique l'avait mis remplaçant à Nantes, ce qui a donc un petit peu ravivé la machine. Honnêtement, je suis pas plus choqué que ça, quoi. Nico Runtrail me dit, considères-tu Mbappé comme le meilleur joueur de l'histoire du PSG? Sinon, qu'il est pour toi? Qui pour le remplacer la saison prochaine? Est-ce que c'est le meilleur joueur de l'histoire du PSG? C'est le meilleur buteur de l'histoire du PSG, ça déjà c'est sûr. Après, il y a les nostalgiques de l'époque, comme moi, de Safet Suzic. Et après, avant Safet, il y avait Mustapha Daleb. Après, il y a eu Rai. Après, il y a eu Ronny, même si Ronny il a pas fait long feu. Après, il y a eu Ibra. Après, il y a eu Neymar. Et puis Mbappé. En tout cas, en plus j'aime pas trop ce meilleur joueur de l'histoire, je vois pas tellement l'intérêt de faire ça, à part de faire parler les bavards, mais ça me choque pas que les gens puissent le considérer comme le meilleur joueur de l'histoire du PSG, oui. Qui pour le remplacer la saison prochaine? Ben, c'est une question de choix de club, qui a déjà beaucoup d'attaquants, dont certains ne jouent pas. Maintenant, est-ce que Ramos et Kolo Muani seront libérés par l'absence de Mbappé? Je suis pas convaincu. Voilà. Alors, soit il faudrait prendre un joueur, moi j'aime beaucoup Lautaro Martinez, encore une fois de l'Inter, qui me paraît un joueur extrêmement complet. Ce que ni Kolo Muani ni Ramos ne sont, mais bon, peut-être aussi que le PSG préférera investir son argent sur Yoro, sur Kimmich ou sur Guimaraes ou sur Bernardo Silva, faut voir.